Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la culture, nouvel outil au service de la participation citoyenne. Ce webinaire est le premier réalisé dans le cadre de la communauté du nouveau Bauhaus européen en Occitanie. Et à travers des retours d'expérience concrets en Occitanie, l'objectif est de démontrer comment la culture, la création et la participation citoyenne sont au cœur des projets. Comme des leviers d'innovation, d'appropriation et de transformation des territoires. Ton micro, Laura, est coupé. Ah, est-ce que vous m'avez entendu? Oui, partie seulement. Je disais effectivement que ce webinaire était le premier réalisé dans le cadre de la communauté New European Bauhaus en Occitanie et à travers des retours d'expérience concrets en Occitanie. L'objectif est de démontrer comment la culture, la création et la participation citoyenne sont au cœur des projets, comme levier d'innovation, d'appropriation et de transformation du territoire. Je vais passer la main à Ilona Pierre, directrice d'Endurbat Occitanie, pour présenter notre rôle et nos missions. Bonjour à toutes, pardon, et tous. Donc, je suis vraiment ravie, évidemment, de vous accueillir pour ce webinaire sur un sujet qui est tout aussi passionnant qu'opérationnel. L'alliance entre la culture, la participation citoyenne, tout ça au service évidemment de la fabrique de la ville, des villages en Occitanie. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Envirobat Occitanie, c'est une association qui est à la fois centre de ressources mais aussi réseau des acteurs professionnels du bâtiment et de l'aménagement donc en Occitanie. Nous regroupons actuellement plus de 320 adhérents qui sont à la fois issus de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, de la recherche, de la formation, du secteur de l'industrie. Et donc, notre mission, en fin de compte, c'est d'accompagner l'évolution des pratiques de ces professionnels, voire de leur transformation, pour répondre aux enjeux climatiques, la transition écologique, l'adaptation au changement climatique, afin de garantir la qualité de vie des usagers, de l'habitabilité des bâtiments et des aménagements. Donc, pourquoi finalement nous nous emparons du sujet New European Bauhaus? Et bien finalement parce que le NEB, c'est une approche qui résonne pleinement avec l'ADN de l'association. Elle s'intéresse à la transition écologique. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est la raison d'être de l'association, à l'esthétique, effectivement, la qualité architecturale et culturelle de nos bâtiments, de nos aménagements, à l'inclusion, c'est-à-dire faire avec les habitants, avec les usagers, des bâtiments durables pour toutes et tous. Et nous pensons en effet que finalement, réussir cette transition écologique, pour la réussir, pardon, la technique ne suffira pas. Il faut mobiliser les imaginaires, créer du récit et impliquer les habitants, les usagers dans la co-construction des projets de rénovation, de construction des bâtiments, mais aussi de nos quartiers. Cette dynamique du NEB, elle trouve un écho tout particulier en Occitanie, puisqu'on a déjà beaucoup de projets démonstrateurs qui sont sortis de terre et qui sortent encore de terre, qui s'appuient sur la coopération, l'intelligence collective de l'ensemble des parties prenantes, et à l'image finalement de nombreuses opérations d'ailleurs qui sont aujourd'hui inscrites dans les démarches que nous déployons, Bâtiments durables Occitanie et Quartiers durables Occitanie. Donc pour ouvrir cette session et nous donner la perspective régionale sur ces enjeux, j'ai le plaisir de donner la parole à Agnès Langevin, qui est vice-présidente de la région Occitanie en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable. Agnès, Madame la vice-présidente, c'est à vous. Merci beaucoup, Ilona. Je vais être très très rapide parce que vous avez brossé évidemment l'ensemble des enjeux de mobilisation, évidemment autour de la transformation écologique, du vivre ensemble, de l'appropriation citoyenne, de la mixité sociale qui est un sujet aussi important, notamment dans les quartiers prioritaires et dans les quartiers populaires.
La région, vous le savez, a mobilisé sa communauté d'acteurs et ses partenaires, j'ai envie de dire historiques, hein. Je pense au dispositif NoWatt, à l'accompagnement des projets d'habitat participatif. Et donc, l'Ordre des architectes, enfin, je ne peux pas citer tous les partenaires, mais vous reconnaîtrez, avec qui on a donc co-construit ce plan Habitat durable, dont évidemment Environbat est un des animateurs importants, avec la création de cette communauté New Bauhaus, hein. Nous avions été au festival ensemble à Bruxelles pour justement nous inscrire dans cette dynamique européenne. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un axe thématique, hein, pour peut-être à la fois nous inspirer. Je remercie tous les témoins qui là animeront ce webinaire, nous inspirer, nous rendre aussi enthousiastes autour d'un objet peut-être qui semble un peu conceptuel et qui va nous permettre à la fois de faire émerger une culture commune autour de la transformation de l'habiter et de l'habiter ensemble, avec un focus aussi de résilience, puisque la région s'inscrit aussi aujourd'hui dans l'ensemble de ses politiques sectorielles en termes de mobilité, en termes d'aménagement du territoire, d'économie, de tourisme, de transition bien sûr énergétique, hein, dans une volonté de nous doter de leviers à la fois plus puissants d'atténuation, mais aussi d'embrasser la question de l'adaptation au changement climatique, de la pensée, de nous renforcer pour selon la définition, bien sûr, amortir le choc et pouvoir partager des pratiques. Donc, je ne vais pas être plus longue, je vais vous écouter, rester avec vous et vous dire que nous sommes très, très attentifs à la production, à nos coproductions en termes d'habitat. Merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès Langevin pour cette remise en contexte. Alors n'hésitez pas pendant ce webinaire à poser vos questions dans le chat, nous essaierons d'y répondre. Et si jamais nous n'avons pas le temps, nous vous ferons du coup un retour dans un article qu'on publiera avec un replay à l'appui. Voilà, rapidement, quelques éléments de compréhension de ce que c'est le NEB et sa boussole. Donc c'est lancé sous l'égide du Pacte vert. Le NEB, c'est une initiative de l'Union européenne qui vise à repenser nos cadres de vie en alliant transition écologique, qualité esthétique et inclusion sociale. Petit focus du coup sur le lancement de la communauté NEB en Occitanie qui a eu lieu le 18 novembre à Montpellier. N'hésitez pas à consulter notre article qui résume cette journée avec tous les supports de présentation. La Commission européenne a créé un cadre, donc c'est une boussole NEB pour accompagner les professionnels. Elle guide les projets autour de 3 valeurs, la durabilité, le beau et l'inclusion, mais aussi autour de 3 principes directeurs, la participation, l'approche transdisciplinaire et l'ancrage territorial. Et dans ce webinaire, vous allez voir comment la valeur du beau à travers la culture et la participation citoyenne est au cœur de la démarche NEB et comment elle crée des ponts entre les mondes, donc la technique, le social et le durable. Anne-Lise, je te passe la main pour présenter ce programme. Merci Laura. Donc effectivement, nous avons repéré 5 acteurs de l'urbanisme culturel et de la participation citoyenne qui vont vous présenter leurs projets intégrant la culture, l'art, la biodiversité et l'inclusivité des participants, des habitants, des usagers, pour façonner les espaces de vie durables et porteurs de sens. On aura dans un premier temps Architecture in Vivo, et donc Adélaïde Boel qui va nous présenter son expertise en médiation architecturale urbaine et paysagère, avec un projet dans l'Hérault. Ensuite, le bruit de la conversation avec Léna Fauvernier, qui va explorer la végétation, la reconnexion à la nature, avec le projet Fraîcheur de vivre. Hop.
Ensuite, en troisième, on aura Odile Fuchs, qui est artiste plasticienne, et qui présentera son action de un peu détournement d'objets liés à la rénovation. Donc, on verra ça sur un projet qui a eu lieu à Toulouse. Le collectif Bruit du frigo avec Yvan Detraz, qui présentera son initiative avec des structures temporaires euh, et de la préfiguration de sites. C'est un projet qui est à Montpellier. Et le spot qui est situé à Nîmes, présenté par Maïté et Gauthier, et qui vient illustrer comment l'urbanisme est culturel à travers des expositions et de la médiation artistique et des arts vivants. Je passe la main donc à Adélaïde, qui va pouvoir vous présenter son projet. Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc je suis ravie d'ouvrir en tout cas de témoigner en premier sur ce webinaire. Donc du coup, moi j'ai fondé Invivo depuis 15 ans, qui est une agence d'urbanisme, d'architecture au service de la participation citoyenne. On est basé à Toulouse et on travaille dans le large sud-ouest de la France, donc notamment pas mal en Occitanie, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif de ma présentation, c'est de vous raconter en fait le récit d'un projet qu'on a eu il y a quelques années à Juvignac, donc commune périphérique de Montpellier, où nous avons été invités à réfléchir et à agir avec les citoyens et les citoyennes de la commune et avec les concepteurs d'un parc pour fabriquer un temps de vie local qui en fait était le temps de conception du projet. Donc on se positionne, nous, sur des démarches opérationnelles. Donc là, on était dans l'équipe de maîtrise d'œuvre paysagère qui avait une mission complète depuis le diagnostic jusqu'à la livraison de la transformation du parc. À Juvignac, c'est une ville nouvelle, donc aux abords de Montpellier, reliée nouvellement par une ligne de tramway. On a un parc de 5 hectares, le parc Saint-Hubert, qui est au cœur de la ville, au cœur des usages, mais qui est un parc, un impensé, puisque c'est le résultat de rebuts de fondation des pavillons autour. Et donc la mission de notre équipe, donc pilotée par Cécile Mermier, qui est paysagiste d'Avril en mai, et Ken Novelas de Puya Paysage. Vous avez toute la composition de l'équipe à l'écran, je ne vais pas vous la décrire, mais en tout cas, avec les paysagistes, l'objectif, c'était de observer les usages, de partir vraiment de ça, les usages vivants et non vivants, dans toutes nos expertises, et puis de réussir à transformer collectivement le lieu avec un projet qui réponde aux besoins. Adélaïde, tu vas prendre oui. le contrôle pour pouvoir changer tes slides. Oui, ça y est. Super. C'est bon? Désolée pour les les petites interruptions techniques. Donc c'est un projet qu'on a fait en 2018-2020, donc sur 2 ans d'études et de réalisation, et qui a été inauguré, enfin le parc a été réouvert au premier déconfinement. Donc voilà, projet lourd de sens sur la question aussi de aujourd'hui la notion du dehors qui apparaît comme essentielle dans les villes. Et donc nous, chez Invivo, on croit, mais comme tous les autres intervenants, que la conception de la ville peut être une fête, en fait, peut être vraiment un temps de vie locale, un temps de démocratie locale très important, et que intégrer et enrichir tout le processus du projet opérationnel par l'expertise d'usage peut et doit être une norme aujourd'hui, puisque de plus en plus, en tant qu'architecte et urbaniste, quand on intervient sur un lieu, il est déjà là avec toute sa vie, et on doit prendre en charge pour le transformer. Donc, je vous raconte un peu comment on a fait. Le but, c'était de nos premières actions, c'était comment on embarque en fait les usagers et les usagères du lieu dans toute la diversité. Et je vous parlerai à la fin notamment des jeunes habitants, que sont les enfants, les moins de 18 ans, qui sont souvent oubliés des processus participatifs, mais comme d'autres populations invisibilisées, comme les plus de 65 ans ou les jeunes actifs, etc. Donc, on a eu des actions sur place, in vivo, donc avec des temps forts conviviaux. Donc là, c'est plusieurs temps forts dans le projet, mais en fait, on s'était dit, toutes les restitutions, les lancements, les temps, on a besoin de partager le projet et de partager le fruit collectif. On le fait sur site.
Et donc, ça passe par des temps conviviaux que peuvent être une paella géante, des temps de collage où se mêlent les images des habitants et les images des paysagistes et des concepteurs. Et puis la restitution aussi qu'on fait dans le parc in situ pour justement fonder une culture commune en fait de l'aménagement et de la transformation de l'espace. Alors, je ne vais plus contrôler, c'est bon. Vous voyez les slides qui passent? Oui, sûrement. Vous m'arrêtez si vous ne les voyez pas. Donc après, on part donc avec Cécile et Ken, les paysagistes. On part en premier, ce qu'on fait, c'est s'immerger dans les habitudes du parc et aller à la rencontre des usagers et de ceux qui font déjà le parc aujourd'hui, qui en ont un usage, puisque c'est un des seuls grands parcs de Juvignac. J'ai pas mentionné encore notre commanditaire qui est la ville de Juvignac avec le maire Jean-Luc Savy qui nous avait donné un peu une sorte de carte blanche. Enfin, seul le budget était notre plafond, mais qui vraiment avait délégué finalement aux citoyens et à ses habitants la responsabilité, la co-responsabilité en tout cas, de décider un peu de la vocation du parc, de ses objectifs, de cette transformation. Donc on est arrivé sans aucune idée préconçue avec nos expertises pour aller à la rencontre. Donc là, vous voyez, on avait un cabanon de projet au milieu. Euh, pour rencontrer les usagers qui passaient par là. Donc, on arrêtait les joggeurs, on arrêtait évidemment les parents qui étaient à l'aire de jeu. Il y avait aussi un stade, donc on a rencontré les jeunes. On a pu rencontrer, c'est la photo en bas à droite, les assistantes maternelles qu'on avait réunies, puisqu'elles avaient un usage spécifique de ce parc, puisque c'était un espace de rencontre pour eux et donc d'éveil des enfants dont elles s'occupaient. Et puis on avait fait aussi une visite nocturne pour se dire comment le parc il vit dans ses différentes temporalités. Et le but était de dresser un diagnostic d'usage sensible, vécu, collectif. Et ce qui était intéressant, c'est de façon transversale, dans cette immersion de 3 jours dans le parc, on était là du matin au soir, et des fois même la nuit, les paysagistes étaient aussi là pour interroger les usagers d'une part, mais aussi pour faire leur diagnostic faune-flore, pour avoir leur expertise qui s'affirmait dans le parc. Et donc, il y avait toujours cette transdisciplinarité qui était assez importante dans le projet, dans nos temps d'action. Et puis, alors là, de façon assez classique dans une démarche participative, mais pas classique peut-être dans une démarche d'aménagement, on a eu plusieurs ateliers de co-conception avec les habitants volontaires. Donc, je vous disais, voilà, l'image d'en haut à gauche, on était en train de parler de la vocation, de la programmation du parc, parce qu'il y avait un budget. Donc, on ne pouvait pas tout faire. Et donc, on avait choisi, prioriser la question du sport, de la culture, de la végétalisation, qui était évidemment un enjeu très, très important, décrit par les habitants. Et puis, on a utilisé évidemment des outils de maquette, donc une instance de décision avec des adultes volontaires. Je dis adultes parce que c'était des adultes qui venaient qui était importante, et ce, tout du long du projet. Donc, depuis le diagnostic jusqu'au chantier, on a eu des temps de rendez-vous pour avoir vraiment une co-conception. Et puis, le focus que je voudrais faire sur mon intervention, c'est la question de la participation des jeunes habitants. On a souhaité, dès notre méthodologie, pouvoir aller vers les jeunes, les enfants, donc que ce soit les usagers du parc, en allant les rencontrer directement autour du City Stade ou de l'aire de jeu par exemple, mais aussi en faisant un travail finalement de co-conception avec eux en intervenant dans l'école riveraine du parc. Donc on a intervenu dans 4 classes de CM1, CM2 avec des enseignants moteurs, donc c'était dans le temps scolaire. Donc là on est aussi de comment finalement transformer son cadre de vie peut être et peut-être devrait être un support d'apprentissage tout au long de la vie, même si c'est nous qui apprenons d'eux, eux aussi, voilà, ils sont en formation d'apprentissage et donc éveiller à ces questions-là, c'est aussi permettre une émancipation et une prise de conscience qu'on peut agir sur son cadre de vie. Ça, c'est toujours le grand enjeu qu'on a en intervenant dans ces contextes-là. En tout cas, on a agi de la même manière qu'avec les adultes en faisant des ateliers de lecture du site du paysage avec une paysagiste de l'équipe, en leur montrant des références sur ce que c'est finalement un projet de paysage aujourd'hui. Et puis, la photo à droite, on leur a proposé par binôme d'exprimer leurs idées pour ce parc.
en fabriquant des mini-maquettes, en représentant leurs idées. Et ça a donné lieu à une centaine de petites maquettes en volume fabriquées par les enfants en autonomie, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment carte blanche sur les usages, hein. Évidemment, il ne s'agit pas de dire vous êtes des enfants, vous allez imaginer une aire de jeu. Au contraire, c'était quelle perception vous, en tant que jeunes habitants, en tant qu'experts d'usage du site, puisque c'est un parc très fréquenté par les enfants de l'école, qu'est-ce que vous avez envie de faire de ce parc? Et donc, le résultat de toutes ces maquettes, quand on les a analysées, et puis ils ont restitué aussi aux élus, qui sont venus pendant toute une journée écouter le regard et la parole des enfants, c'était de dire, bah, finalement, dans toutes ces maquettes, il y a de l'eau. Donc avec la mare au canard, le ruisseau, la fontaine pour boire, enfin l'eau sur toutes ses formes. Il y avait cette envie d'avoir la question de l'eau qui se retrouvait. Et donc, les idées des enfants aussi ont complètement infusé dans le projet la question de l'eau et du mouvement aussi. Donc, ils n'ont jamais dessiné des aires de jeu clôturées, mais par contre, ils ont toujours imaginé des parcours où on saute, où on est en contact aussi, en interaction avec le vivant, avec la question des animaux, des insectes qui revenaient beaucoup. Et donc ça, les paysagistes ont pris en charge tout cet imaginaire et ces besoins pour concevoir le parc. Et puis, du coup, une marque pédagogique comme une idée fédératrice du projet qui est arrivée, qui était une idée pas forcément fédératrice pour les adultes au départ, mais sur lequel on a travaillé aussi pour que tout le monde soit convaincu que cette marque pédagogique, elle serait un peu le cœur du parc. Aujourd'hui, le parc, donc comme je vous le disais en introduction, il a été livré en 2020 au déconfinement. L'objectif du maire, c'était que finalement, ce soit un cœur de ville, puisqu'à Juvignac, qui est une ville moderne, il n'y a pas vraiment de centre historique. La mairie est à côté d'un centre commercial. Donc voilà, ça vous explique un peu le tissu urbain de Juvignac. Et donc, ce parc est devenu vraiment un emblème et un poumon fédérateur. Enfin, c'est les retours que la mairie nous a fait, évidemment, et qui a été beaucoup habité en 2020 à la sortie du déconfinement. Et j'ai choisi aussi de vous parler de ce projet, puisque le projet a été analysé dans une étude qui a été réalisée par École Sari pour l'ADEME l'année dernière, qui est en ligne, qui est une étude que vous pouvez trouver très intéressante, qui s'appelle Faire la taille pour des territoires à hauteur d'enfant, euh, qui en fait était une étude importante puisque depuis 1970, on n'avait pas eu d'étude où les enfants analysaient des espaces et donnaient leur avis avec des critères spécifiques sur comment ils vivaient les espaces. Et donc, cette étude a analysé notamment donc, 12 projets et dont Imagine Saint-Hubert, dont vous avez à droite, je vous ai mis la boussole d'analyse des enfants, des adultes et des experts sur différents prismes, donc la participation, l'appropriation, le confort, les usages, l'autonomie, etc. La question de la participation, du confort était plutôt positive. Et ce qui nous a intéressé, c'était qu'il y avait la question de l'autonomie qui serait encore à travailler, l'autonomie des enfants dans le parc. Voilà, c'est aussi des axes qu'on travaille chez InVivo et puis qui a été un sujet de ma thèse que j'ai soutenue l'année dernière. Donc ça me tenait à cœur de vous parler de la participation citoyenne des enfants dans la ville qui apportent vraiment de la plus-value au projet puisqu'ils peuvent devenir voilà, nos partenaires, mais comme tous les usagers et usagères avec des profils diversifiés dans les projets. Voilà, je pense que j'ai pas été trop long, je crois avoir respecté mon temps. Annie, tu vas me dire. Mais en tout cas, voilà les éléments que je voulais vous partager et je suis disponible pour des questions si j'ai pas été claire sur certains aspects. Merci Adélaïde. J'ai repris la main du coup. Très intéressant justement l'inclusion des enfants dans les projets de vie. Ah oui, donc David, ta dernière diapo. C'est pas grave. C'était pour globaliser, mais voilà, j'ai conclu sans. Super. Bah, merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si il y a quelques questions. On me demande si le lien vers l'étude que tu as citée, Ville à hauteur d'enfant. Oui. Et Alors, ouais. elle est disponible sur le site de l'ADEME. Il suffit de taper sur Google ou sur un autre moteur de recherche éco-responsable, pas un autre, du coup un alternatif.
Mais sur le site de l'ADEME, ça s'appelle Faire la taille, et c'est une centaine de pages, voilà, très intéressantes sur comment on investit les enfants dans les processus de participation citoyenne ou comment des espaces sont pensés pour, en tout cas, les inclure dans l'espace public. Ok, super. Et nous, on remettra de toute façon le lien vers cette ressource sur notre site internet quand on publiera le webinaire. Également, une demande des références de ta thèse, Adélaïde. Ah, alors ma thèse n'est pas encore disponible en D'accord. ligne, à part pour les chercheurs et chercheuses des universités, car elle est en cours de publication. Donc voilà, je vous fais encore un peu du suspense. Mais en tout cas, quel en est le titre? Alors, il faut que je le retrouve. Le titre, j'ai travaillé en fait sur une initiative, une expérimentation des années 70 à Naples, dans un quartier périphérique, d'un architecte qui s'appelle Riccardo D'Alici, qui est un architecte radical italien et qui a travaillé avec des enfants déscolarisés pendant 4 ans dans l'espace public, pour la construction de structures ou de dessins. Et à partir de cette documentation, j'ai travaillé sur les deux mouvements effervescents pour la ville et l'enfant, qui sont les années 70 et aujourd'hui avec l'arrivée du, du mot fédérateur, la ville à hauteur d'enfant. Euh, mais du coup, voilà, le titre, c'est l'architecte, l'enfant, l'architecte et la ville, pratique et discours des architectes à partir de l'expérimentation de Riccardo D'Alici de 1971 à 1974. Voilà, c'est le remake du film. Un bon titre de thèse. À tes souhaits. On remettra sur notre site internet aussi. Oui, voilà. Merci Adélaïde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais inviter Léna Fauvernier du bruit de la conversation, qui est architecte urbaniste, à prendre le contrôle du diapositif et à mettre sa caméra. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ça va, on t'entend bien. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Léna Fauvernier, je suis architecte et urbaniste. Je vous présente aujourd'hui un des projets dans le cadre de notre structure qui s'appelle Le bruit de la conversation, qui existe depuis 10 ans bientôt, qui est un collectif pluridisciplinaire d'éducation populaire et d'urbanisme participatif. En fait, on est des architectes, urbanistes, paysagistes et d'autres disciplines qui gravitent autour de la fabrique des territoires. On est une association et on fait des projets donc, en participation citoyenne, euh, du, du diagnostic en passant par la conception et on va jusqu'à la réalisation avec les habitants et habitantes des lieux qu'on repense. C'est des lieux qui sont vécus collectivement, donc du coup, ça touche une diversité d'échelles. Et aussi, petite chose en plus, nous, on a aussi un outil, on a une caravane atelier qui nous permet d'aller directement sur les territoires sur lesquels on intervient et qui nous permet d'être nous-mêmes habitants et habitantes des espaces pour pouvoir faire des ateliers participatifs, mais aussi faire du projet sur des temps plus informels. On fait également de la sensibilisation et de la pédagogie à destination des enfants, des adultes de différents publics pour vraiment aller de la sensibilisation jusqu'à la réalisation de projets et de la préfiguration, accompagnement à la gestion d'espaces collectifs. Si j'arrive à changer la diapo. Je n'arrive pas à changer la diapo. Tu as bien pris le contrôle. Ouais, ça a sauté en fait. C'est bon. Ok. C'est bon. Ça a changé là? Tout va bien. Ok, super. Du coup, moi, je voulais vous parler d'un programme qu'on propose qui s'appelle Fraîcheur de vivre, qui propose de transformer des îlots de chaleur en îlots de fraîcheur et de vie. Donc, la vie, c'est à la fois les humains, mais aussi les non-humains, donc l'ensemble du vivant, pour créer des espaces qui sont agréables et en tout cas vivables, notamment en temps, l'été.
et notamment des espaces qui sont très souvent délaissés où il n'y a justement pas d'usage parce qu'ils sont invivables. Donc du coup, on va venir débitumer, revégétaliser et en fonction du diagnostic et de la conception qu'on aura réalisé avec les habitants, on va aller jusqu'à pourquoi pas faire du mobilier, enfin en tout cas réaliser tout ce qui va ressortir de la phase de conception et tout ou partie du chantier se fait avec les habitants et habitantes. Je vais vous parler aujourd'hui plutôt d'une de ces différentes expérimentations dans le cadre de ce programme, donc, qui se situe à Teulat, une commune de 500 habitants environ dans le Tarn. C'est en milieu rural, donc ça nous semblait intéressant aussi de vous montrer cette petite échelle-là. Aussi parce qu'il y avait évidemment un budget restreint de la commune. C'est une place qui s'appelle la place du Bourg, qui est à l'entrée de la commune, donc qui servait pratiquement pas ou ponctuellement un peu de parking et qui est entouré de bâtis anciens. Donc on a commencé par faire 3 ateliers de diagnostic participatif et de sensibilisation. Donc c'était à la fois pour comprendre les besoins de la commune, les différents usages, les usages qui manquaient aussi dans la commune et qui seraient intéressants de pouvoir imaginer, pourquoi pas, sur cet espace. La présence aussi de non-humains, en tout cas la faune, la flore, le circuit de l'eau, enfin voilà, vraiment comprendre comment cet espace-là vit, mais aussi euh, bah, les besoins de la commune, comme je le disais, notamment sur, comme c'est en milieu rural, tout l'aspect de circulation, les poids lourds, les tracteurs, enfin tous ces éléments qui font qu'il y a quand même des questions particulières à se poser. Cette phase-là de diagnostic participatif a été restituée ensuite lors d'un temps convivial avec les habitants et habitantes, mais aussi les élus de la mairie qui étaient dans le groupe de réflexion avec les habitants et habitantes. Ensuite, on a fait aussi 3 ateliers de co-conception avec des outils d'éducation populaire et des outils tirés du champ de l'architecture et de l'urbanisme qu'on retravaille et qu'on adapte à chaque fois en fonction des publics et du contexte. On est allé jusqu'à dessiner du coup avec les habitants et habitantes le futur de cette place. On a eu d'énormes débats aussi sur le parking. Est-ce qu'on lui laisse de la place? Si oui, quelle place on lui laisse? On a choisi les essences végétales aussi avec tout le monde. On a fait de la préfiguration, donc on a symbolisé à l'échelle 1 les différents aménagements qui allaient être prévus pour voir comment ça rendait en réel et se dire, bon, ben en fait, ça, on va peut-être le faire autrement et adapter sur place l'esquisse. Pendant cette phase-là, on a aussi impliqué les enfants, notamment de l'école, à travers, sur les temps scolaires. Et notamment, on a fait une grande journée où on a parlé du circuit de l'eau, des îlots de chaleur, le rôle de l'arbre. Enfin voilà, vraiment un temps un peu de sensibilisation et pédagogique. On a parlé du projet pour que, au même titre que les adultes, ils soient impliqués dans la conception. On a aussi fait de la préfiguration. Donc là, on voit par exemple sur l'écran les enfants qui dessinent avec nous l'emprise des différents éléments du projet et qu'on est venu questionner ensemble. Et puis, on leur a aussi proposé de faire des dessins avec le prétexte de leur village rêvé, leur place rêvée, parce que est ressorti de la phase de conception la nécessité qu'il y ait une zone de retournement sur cette place, parce que justement, à cause des tracteurs et des poids lourds, il fallait qu'il y ait moyen qu'il y ait la possibilité de faire demi-tour, ou en tout cas de se croiser. Donc, on a eu l'idée de faire une fresque pour permettre, au niveau de cette zone-là, et que cette fresque soit réalisée à partir des dessins des enfants. Et aussi parce que comme c'est en entrée de bourg, la couleur, en plus de la végétation, ça permet de faire ralentir aussi les véhicules qui rentrent dans la commune. Et ensuite, on est passé au chantier. Donc là encore, on a impliqué
un maximum de personnes. On a aussi souhaité, tout au long du projet, impliquer la commune et les services techniques, en tout cas là, la personne qui était responsable des espaces verts et de pas mal de choses dans la commune. Donc on a tracé ensemble, on a scié ensemble. Il y a un habitant de la commune qui est venu décrouter parce qu'il a une entreprise de BTP. Il y a aussi avec l'agriculteur du coin qui nous a amené du broyat. On a récupéré de la terre de l'extension de l'école. Enfin voilà, tout a été beaucoup par de la récup et de la débrouille. Le mobilier qu'on a installé, c'était déjà sur site ou trouvé dans la commune. Pareil, tous les matériaux pour les différents aménagements. On a ramené des pierres qui venaient d'un site, d'une grande bâtisse dans le village. Les ganivelles aussi, c'était dans les stocks de la mairie. Donc le but, c'était vraiment de faire avec du réemploi et de la récupération in situ. Et on a impliqué également les enfants, les habitants sur le volet plantation et également réalisation de la fresque. Donc là, c'est un peu le avant-après. Donc, on venait tout juste de planter. Donc, c'est pas encore, ça n'a pas encore poussé, mais c'était vraiment tout juste fait. On a gardé, après le consensus de chacun, chacune, 3 places de parking. Et on a pas mal planté aussi. En gros, on a débitumisé 115 mètres carrés. Donc, comme j'ai dit, tout a été fait en circuit court et localement. Même la pépinière où on a choisi les végétaux, c'était la pépinière juste à côté. Voilà, et après quelques mois, ça a vraiment énormément poussé. Ce qui est assez fort aussi, c'est que les habitants se sont vraiment emparés du projet et comme ils l'ont fait ensemble, ils se sont relayés tout l'été pour arroser et pour prendre soin de l'espace qui du coup leur appartient et qui se sont déjà appropriés. Ce qui est aussi important de souligner, c'est qu'on a fait tout ce projet de A à Z en 6 mois. Donc de la phase de diagnostic jusqu'à la fin du chantier, ça a duré 6 mois en tout et pour tout. Et donc voilà, comme je disais, donc on a fait 115 mètres carrés de débitumisation, 25 mètres carrés de fresques avec les enfants, et on a replanté 30 espèces végétales différentes, favorisé le réemploi, et on a eu jusqu'à environ 90 participants et participantes sur 500 habitants, ce qui est plutôt chouette. Voilà, j'ai fini de ma présentation. On continue d'essaimer ce projet, notamment en milieu rural. Et là, actuellement, par exemple, on est en train de faire une cour d'école dans une commune, une petite commune de Haute-Garonne, pas loin de Toulouse. Voilà, merci beaucoup. Merci Léna pour cette présentation on peut appeler ça comme ça, d'urbanisme tactique, puisque ça concerne sur un peu une transformation d'usage et de places qui n'étaient pas forcément utilisées et lui redonner de la couleur et de la vie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça dans nos auditorices à poser à Léna? Bon, et ben s'il n'y en a pas, je vais inviter Odile Fuchs à se connecter, à prendre le contrôle des slides et qui va nous parler aussi d'espaces qui ne sont pas forcément toujours utilisés dans les habitats collectifs et comment est-ce qu'on en fait des lieux particuliers. Alors bonjour, je suis artiste plasticienne, je suis travailleuse indépendante inscrite à la Maison des artistes et je vous présente un projet réalisé il y a quelques temps
au nord de Toulouse. C'est une œuvre d'art in situ et collective créée dans le cadre de la réhabilitation d'une résidence HLM. C'est une résidence qui se situe dans une petite commune du nord toulousain qui fait partie de la ceinture maraîchère de Toulouse. Il a été réalisé il a bénéficié du dispositif NOWAT de la région Occitanie. Et à ce titre, il avait une démarche environnementale forte. On y retrouvait les différents acteurs habituels, le maître d'ouvrage, la société HLM Les Chalets, les autres acteurs et moi-même, artiste en art visuel. Alors j'étais là parce que le projet NOWAT contenait une dimension, un volet social, et donc c'est à ce titre-là que le maître d'ouvrage m'a commandé le projet. Ma mission était de mener un projet artistique qui valorise le bâtiment et qui favorise l'intégration des habitants pendant le chantier qui a duré 20 mois environ. Donc sur une durée assez longue. Alors ma démarche artistique, c'est de toujours considérer mes projets comme des expériences et des espèces d'aventures. Je ne suis pas forcément spécialiste de mon projet au départ et je me lance dans une aventure. Et là, j'avais deux envies. J'avais envie de dégager des idées, de dégager ma proposition artistique de rencontres avec les habitants, chose que je n'avais pas faite jusque-là. Et j'avais aussi envie d'épouser les problématiques environnementales de la réhabilitation. Et ça, c'était pas forcément une demande en fait du commanditaire. C'est moi qui ai trouvé ça intéressant et stimulant. Voilà. Pour réaliser mes projets, pour concevoir mes projets, j'utilise une méthode que j'appelle la méthode in situ et qui ressemble un peu aux méthodes qui vous ont été présentées par les deux intervenants précédents. C'est une méthode qui privilégie une approche de terrain. Alors moi, je dis une approche sensible et corporelle. En fait, je pars de mes ressentis, de mes impressions premières pour concevoir les projets. Et je pars de cette première approche et ensuite, je fais des recherches sur le lieu, recherches historiques, enfin, recherche de toutes sortes, compréhension des enjeux de la réhabilitation, parce que j'étais pas du tout spécialiste de cette question. Voilà. Alors, comme je vous disais, j'ai commencé par des rencontres, des échanges individuels avec les habitants. On était sur une résidence de 59 logements, donc c'était possible à faire et ça me paraissait aussi bien de me présenter, de débuter un projet avec ces rencontres. Et j'ai rencontré 38 habitants. Ça a donné lieu à des échanges très ouverts sur l'habitat, les espaces privés, les espaces collectifs, le quartier, la campagne environnante. Donc les habitants ont exprimé beaucoup de choses et à partir de là, j'ai dégagé, j'ai dégagé une proposition artistique qui était composée de 3 volets. Alors, 3 volets où il était question d'utiliser des matériaux biosourcés, recyclés, locaux, qui étaient que vous allez comprendre dans la suite de la présentation, et où il était aussi question d'utiliser des techniques artisanales tout à fait simples, qui consommaient peu d'énergie et de ressources, des techniques qui ont pu être des découvertes pour les habitants et pour moi-même aussi, et des techniques qui pouvaient aussi être déjà connues et puis des fois maîtrisées aussi par certains habitants. Donc ils étaient des fois plus spécialistes que moi sur certains points, et ça me semble aussi intéressant et important.
Alors, la première proposition, c'était de réaliser des visuels, de réaliser des œuvres qui ont pris place dans les couloirs de la résidence et qui sont des cyanotypes. La technique du cyanotype, c'est une technique photographique ancienne qui a été rendue célèbre par les herbiers d'une botaniste anglaise du 19e siècle qui s'appelle Anna Atkins, et ce sont vraiment des visuels merveilleux. Et je n'étais pas du tout spécialiste de cette technique et je me suis lancée là-dedans parce que je trouvais que cette technique, et notamment le travail de cette botaniste, met particulièrement, permet de mettre particulièrement en beauté, en valeur la beauté de la nature et magnifie en fait la nature. Si vous avez déjà fait un peu de photos de développement en laboratoire, la photo argentique, en fait, c'est tout simplement, c'est tout simplement magique de voir apparaître se révéler des images en laboratoire, et c'est ce que permet cette technique. Alors là, on voit des images des ateliers. Pendant tout le chantier, on a pu travailler dans un appartement qui était un appartement, on va dire, atelier. C'était très confortable en fait d'avoir ce lieu repéré par tout le monde pour travailler et créer et échanger autour du projet et aussi autour de la réhabilitation, puisque en fait cet atelier il était aussi partagé avec la conciergerie du chantier Palanca à l'Aubernard, pardon. Donc là, sur la gauche, on voit une partie, on voit un atelier cyanotype réalisé en intérieur. C'était dans les débuts en fait de ces ateliers. On utilisait une lumière artificielle, des UV, et petit à petit, en fait, on s'est mis à sortir en extérieur. On a expérimenté cette technique en pleine nature en utilisant la lumière naturelle du soleil, et on a obtenu des visuels assez étonnants et bien plus intéressants qu'en intérieur. Et on a aussi du coup une pratique plus vertueuse. Voilà des images de deux petites jeunes filles qui venaient aux ateliers et qui ont du coup acquis ces savoir-faire, et petit à petit, bon voilà, c'est très intéressant. Désormais, en fait, la centaine de cyanotypes qui a été réalisée est installée dans les couloirs de la résidence. Alors en créant des liens avec les habitants, j'ai essayé d'installer les séries d'images sur les paliers des gens qui avaient créé ces images. On a aussi installé les images en fonction de thématiques, c'est-à-dire on a créé beaucoup d'images. Et ensuite, on en a fait des séries d'images. Donc, il y a pu avoir les séries d'images réalisées chez une habitante en particulier, voilà. Les séries d'images des plantes qui poussent dans les interstices de l'escalier de la résidence, donc des plantes qu'on regarde jamais, sur lesquelles on marche. On a pu réaliser une série sur les plantes d'appartement. Donc voilà, c'est installé maintenant dans les couloirs de la résidence, et c'est un travail qui est très beau et qui est respecté aussi par les usagers. Deuxième proposition, c'est la fabrication d'un service de vaisselle en papier recyclé. Qui ont été fabriqués dans une technique de moulage, donc c'est aussi un procédé très simple, et ces moulages ont été réalisés à partir de plats qui ont été confiés par les habitants, les habitants, plats de vaisselle. La pâte à papier, on l'a fabriquée nous-mêmes avec des éléments présents sur le site.
Alors, des affiches publicitaires, puisqu'il y a un panneau de coût au pied du bâtiment. Donc, on récupérait les affiches, on les émiettait pour en fabriquer de la pâte à papier. Des boîtes, des emballages donnés par les habitants. Et on a fait quelques essais aussi avec la ouate de cellulose, qui est un matériau d'isolation biosourcé, qui était employé pour isoler les combles de l'immeuble pendant la réhabilitation. Donc, on a fait aussi des petits essais avec ce matériau, et ce qui a permis aussi aux habitants de rencontrer les matériaux de la rénovation. Voilà, quelques images, pâte à papier, moulage à plusieurs mains. C'est intéressant aussi de créer à plusieurs, mains. C'est collaboratif, hein, et c'est agréable. Alors, est-ce que ça marche? Voilà, donc cette petite fille aussi qui est venue régulièrement sur les ateliers et qui montre voilà, l'ambiance voilà, et la technique. Le résultat, voilà, c'est un service de vaisselle d'une centaine de pièces, donc réalisé avec des plats, très variés, apportés ou confiés par les habitants. Voilà. Il y a des gens qui ne sont jamais venus aux ateliers, mais qui par contre ont confié leurs pièces de vaisselle. Voilà, et l'idée en fait de cette production, c'était qu'elle amène à être utilisée lors de temps de convivialité entre voisins, apéritifs, goûter de voisins, etc. Et au printemps, en fait, d'être utilisée aussi au moment d'un temps qui peut être un goûter baigné de fleurs de robinet, puisqu'il y a un robinet qui est planté à l'arrière de la résidence et qui offre donc une matière première, une super matière première pour réaliser des beignets. Voilà. Parce qu'on m'avait aussi, en fait, on m'avait parlé de ces arbres en des termes assez négatifs, et moi j'avais aussi envie de montrer, d'inviter les gens à porter un autre regard sur ces arbres. Troisième proposition, une panoplie de jardinières et de composteurs réalisés avec les baignoires en fait qui étaient sorties des salles de bain puisqu'elles étaient refaites. Et donc on a transformé 50 baignoires en jardinières et en bacs à compost qui sont installés maintenant au pied de la résidence. Ce sont des objets qui ont été habillés avec un bardage en bois. Alors, c'était un volet que je maîtrisais pas du tout. En fait, j'ai travaillé avec un menuisier, et dans le groupe d'habitants, évidemment, il y avait aussi des personnes très bricoleuses qui avaient des compétences. Donc, on a réalisé ces ateliers à la fois chez le menuisier. Donc, les habitants se sont déplacés à Toulouse pour travailler dans l'atelier du menuisier, et le menuisier s'est lui-même aussi déplacé pour travailler en pied d'immeuble, mettant en mouvement, on va dire, pas mal de monde et des gens qui n'étaient pas du tout bricoleurs. Et qui ont acquis des compétences, et tout ça s'est fait avec beaucoup de joie et de fierté aussi. Puisqu'on a fabriqué une cinquantaine de jardinières, c'est assez ambitieux, et on a mis, on a mis 20, enfin, il nous a fallu 28 ateliers pour y arriver.
Alors maintenant, ces jardinières, elles sont installées au pied des bâtiments. Et suite au chantier, les habitants étaient accompagnés par une structure qui leur a appris à jardiner au naturel. Voilà, j'ai à peu près terminé, si ce n'est que je voudrais rajouter 2 petites choses qui a favorisé la participation à mon sens, pour la réalisation de ce projet artistique. Ce sont les rencontres individuelles avec les habitants au départ, l'utilisation de la méthode in situ, en fait, qui permet aux habitants de s'approprier le projet, de comprendre d'où vient le projet finalement. Le fait que le projet soit une première, ça c'est très important. Je m'explique, c'est le fait que ce soit un projet inédit, ça, les habitants sentent qu'ils réalisent quelque chose d'un peu rare. Et le fait que ce soit aussi quelque chose que moi-même, en tant qu'artiste, j'ai jamais réalisé et que je tâtonne, je recherche, je découvre avec eux les choses. Et ça aide à embarquer les gens. La durée longue du projet, je disais, c'était un chantier qui a duré 20 mois et j'ai été présente régulièrement, c'est-à-dire en moyenne, 1 journée par semaine, en moyenne. Les ateliers à géométrie variable, c'est-à-dire ateliers collectifs dans notre atelier appartement, mais aussi ateliers individuels chez les habitants. Voilà, des gens que j'ai pu rencontrer en tout début de projet qui sont jamais venus aux ateliers. J'ai pu aller chez eux et, par exemple, faire des cyanotypes chez eux. Donc ça, c'était aussi intéressant d'arriver à embarquer des gens qui n'avaient pas osé venir ou pour d'autres raisons n'étaient pas venus. Important aussi de varier les lieux, le faire en intérieur, en extérieur, au pied des bâtiments, parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui n'a pas connaissance du projet et qui se rapproche. Les ateliers externalisés aussi, faire se déplacer des gens chez le menuisier, c'était aussi c'était assez beau, c'est un succès aussi. La variété des modalités de participation, donner aux gens la possibilité de venir, de faire, mais aussi de simplement venir voir. Voilà, c'est important d'être souple comme ça sur les modalités de participation, de pouvoir venir une fois ou de pouvoir venir toutes les semaines, suivre tous les volets du projet, ou de pouvoir simplement donner des matériaux. Voilà, c'est aussi une forme de participation. Après, la communication continuelle sur le projet par l'intermédiaire d'affiches, de programmes et les bonnes conditions de travail offertes en général et les moyens alloués au projet en général. Ça, j'ai trouvé aussi que les habitants, ils avaient été très réceptifs à cette dimension-là, le fait qu'il y ait des moyens, qu'on ait un lieu agréable à disposition, des moyens techniques, des équipements, voilà, des matériaux de qualité. Voilà, il y a eu beaucoup de retours qui ont été faits. Je crois que ça, c'est aussi motivant. Ça motive les gens à participer. Ce que le projet a apporté à l'habitat, il me semble que donc les productions, elles valorisent bien et elles singularisent ce lieu, elles l'embellissent. Les parties communes sont habitées et de nouveaux usages ont été impulsés. Pour les habitants, ce temps a permis d'atténuer les désagréments liés au chantier. Elles ont apporté du bien-être vis-à-vis de soi, des autres, du lieu de vie. Ça a été ce projet, il a aussi été l'occasion d'acquérir des savoirs, des nouveaux savoirs, et aussi de rencontrer l'art. Et voilà, l'art. C'est pas tous les jours que l'art vient à la rencontre des gens, voilà. Et donc là, ça a été pour certaines personnes un moment de vie important et intéressant. La planète, je pense que ça a apporté quelque chose à la planète aussi parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation donc à l'écologie, aux éco-gestes, aux matériaux écologiques. Donc je pense que la planète, elle y a gagné un peu.
tout petit peu. Et puis l'artiste, moi, ça m'a confirmé le fait que bon, l'art a bien sa place comme ça dans des endroits où a priori il est pas attendu. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci Odile. Donc on voit bien que les habitants ont mis les mains à la pâte, surtout dans ces lieux d'immeubles collectifs où bien souvent on connaît pas trop son voisinage, à part quand il fait trop de bruit. Euh, je vais inviter Yvan du bruit du frigo à mettre sa caméra et son microphone. Et bonjour. Donc je suis Yvan Détraz, architecte et cofondateur et directeur de Bruit du Frigo. Bruit du Frigo, c'est une association qui est basée à Bordeaux. On existe depuis une trentaine d'années. On est un collectif qui réunit des architectes, mais pas que, des constructeurs, des artistes, entre autres. Et on travaille sur les questions d'espace public et sur les questions de réappropriation et d'invention autour des sujets d'espace commun, voilà, en milieu rural, en milieu urbain, un peu dans tous les contextes. Je vais vous parler d'un projet qu'on a mené, enfin qu'on est en train de mener sur Montpellier. Ça passe les diapos, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Ok. Donc sur Montpellier, sur le quartier de la Mausson, donc un quartier grand ensemble, typique des années 60-70, un assez gros morceau sur lequel donc je vais vous parler plus précisément de deux actions qu'on a pu mener donc autour du raménagement d'un parvis et sur la création de petits dispositifs contemplatifs, artistiques. Dans le cadre, tout ça dans le cadre d'un projet global qui s'appelle Mausson en transition, qui est un projet de renouvellement urbain de tout le quartier, à la fois le bâti, les espaces publics et également les espaces de nature environnants. Donc, donc on est membre d'un groupement dont le mandataire est l'Agence de paysage et d'urbanisme BASE. C'est un projet donc qu'on a mené sur ces 2-3 dernières années. Nous, notre rôle dans ce projet-là, ça a été de mettre en place, dans un premier temps, une stratégie d'urbanisme tactique transitoire pour accompagner tout le projet. Donc là, bon, je fais un peu vite, mais donc là, on a une photo aérienne un peu du quartier où on s'aperçoit qu'on est typiquement dans du tissu périurbain avec voilà des grands ensembles, des immeubles typiques des années 60-70, du pavillonnaire et puis des espaces de nature, le tout un petit peu entremêlé. Donc on a quelques vues du quartier, voilà ces immeubles assez typiques, tours, bars, etc. Mais aussi, ce qui est un peu plus atypique, un peu plus original, la présence d'une nature assez remarquable, donc notamment à travers la vallée de la Mausson, donc la rivière qui traverse tout le quartier. Et donc, comme je disais, on a commencé notre mission par un travail de défrichage d'actions qui pourraient être menées à l'échelle de tout ce quartier, en parallèle et en articulation avec la conduite du projet de renouvellement urbain, donc mené par les équipes. Donc l'idée, ça a été de partir du terrain et non pas partir des intentions de projet, mais partir d'un vrai travail d'observation du terrain. Donc on est venu passer plusieurs jours enquêter, arpenter le terrain pour faire remonter un certain nombre de situations qui nous semblaient importantes, voire parfois urgentes à traiter et qui ne l'étaient pas forcément dans le timing du projet urbain ou qui n'étaient pas forcément pris en compte dans le projet urbain. Donc, on l'a mené à l'échelle du quartier, du bâti et des espaces publics de la partie bâtie. Et on a mené cette enquête aussi à l'échelle de la partie plutôt de nature. Donc, ce qui deviendra le parc de la Mausson. Et l'idée, c'était à un moment donné de voir comment on pouvait faire se rencontrer
faire se rencontrer ces préoccupations issues du terrain avec le projet et voir quelles articulations on pouvait trouver. Ce que j'ai pas précisé, c'est que on hérite aussi d'un travail de concertation qui a été mené par l'équipe précédente qui a mené tout le travail d'études préalables autour de ce quartier-là. Et on est accompagné dans le groupement par Passe-Muraille qui va à nos côtés. Enfin, on va ensemble mener le travail de questionnement sur le terrain et de concertation avec les habitants. Donc ça prend à peu près 6 mois et ça se conclut par un document étoffé dont voici un extrait qui est un peu la timeline potentielle de toutes les actions. Alors l'idée, c'est pas de mener toutes ces actions, évidemment, mais c'est de faire un inventaire assez exhaustif de ce qui nous semble être important, urgent de mettre en place. Donc on peut avoir des actions qui sont des préfigurations de futurs projets, parce qu'en fait ces projets vont mettre du temps à se mettre en place et qu'il y a l'opportunité de pouvoir commencer à s'installer sur les lieux et de montrer le futur possible de ces espaces, mais aussi par ces expériences-là d'occupation transitoire et de préfiguration, de pouvoir aussi nourrir et améliorer le projet final. Mais aussi, on a des situations, comme je disais, qui répondent plus à des urgences, des espaces où, par exemple, devant la poste, où on a pu constater que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui attendent debout, en plein soleil. Donc voilà comment, par des opérations rapides, efficaces, on peut répondre solutionner des situations d'urgence en installant de l'ombrage, du mobilier ou autre. Voilà. Et puis d'autres actions qui sont un peu plus de l'ordre de la poésie, de l'utopie, du rêve, qui viennent aussi rajouter une épaisseur supplémentaire au projet, plus de l'ordre de l'imaginaire et du récit. Donc tout ça, c'est un document qui est remis à la maîtrise d'ouvrage, à partir de laquelle elle peut arbitrer sur les actions qui lui semblent prioritaires à mettre en place. Et donc la première action qui a été mise en place, c'est l'aménagement transitoire du parvis Gisèle-Halimi. Donc on est en plein cœur du quartier. On est entre un pôle de service public et une école. Sur une place qui joue plus vraiment, qui joue plus vraiment du tout sa fonction de place, c'est-à-dire que les gens ne se l'approprient plus. Il y a un club de boulistes qui organise de temps en temps quelques parties de pétanque, mais le mobilier urbain est complètement défoncé. Mais il y a quand même un atout qui est une forte présence végétale, donc de deux beaux alignements de platanes. Vous voyez l'état du mobilier un petit peu, et l'idée c'était la sollicitation de la maîtrise d'ouvrage. Le choix qui a été fait là, c'était de se dire qu'il fallait commencer par ce lieu. On est en cœur du quartier, c'est aussi symbolique de la démarche d'urbanisme tactique et transitoire, et en l'espace donc on nous donne à peu près 3-4 mois pour aboutir un projet, donc ce qui est un temps extrêmement court, même pour de l'urbanisme transitoire. Et donc, on va se mettre au travail avec BASE, avec Coloco, avec tous les partenaires du groupement, et GIS aussi en termes de bureau d'études, pour faire exister un projet de réaménagement de cette place, donc, dont la concertation, je l'ai dit, a été menée au préalable. Donc, on a réactivé les liens avec les habitants, avec l'école, pour remettre à jour un petit peu les besoins, les demandes. Et puis, en l'espace de quelques temps, enfin quelques semaines, on met en place des ateliers de co-conception pour définir un petit peu les usages, commencer à esquisser les formes de ce qu'on allait aménager, et puis on revient sur un temps un petit peu éclair de chantier participatif pour mettre en place la réalisation concrète de tous ces aménagements. Donc, on est parti sur un principe de structure modulaire, parce que l'idée, c'est de pouvoir aussi récupérer et réagencer l'ensemble de ces mobiliers pour venir activer d'autres sites du quartier. Une fois que les travaux de cette place démarrent, donc ce qui est prévu, ce qui est imminent.
Donc voilà un petit peu les types d'installations qui ont été menées. Donc on est sur ce que nous on appelle du mobilier équivoque. C'est à la fois des bancs, c'est à la fois des tables, c'est à la fois des plateformes, c'est à la fois des espaces ludiques, c'est à la fois des scènes. Donc les habitants inventent un petit peu leur manière de se l'approprier, leur usage. Et on s'est aperçu en fait que ce lieu, donc il a été tout de suite réapproprié, donc sitôt l'aménagement mené, parce que déjà on a organisé tout un temps festif d'inauguration qui a permis aussi de montrer la potentialité d'usage de ces espaces. Mais en fait, on a pu observer que les gens venaient évidemment par la suite et jusqu'à aujourd'hui occuper tout à fait spontanément le mobilier, et y compris des associations qui décidaient de venir organiser leurs activités de manière également spontanée, sans forcément demander une autorisation sur ce lieu, parce que la configuration des aménagements, la configuration de l'espace permettait de venir se déployer pour des actions collectives. Donc, comme je disais, tout ça a été mené en chantier participatif. À la fois la construction de l'immobilier, mais également la grande fresque qui a été peinte au sol. Ce que je n'ai pas dit également, c'est que ça a été l'occasion de tester pour la ville la fermeture de cette rue, donc pour sécuriser et pacifier cet espace devant les écoles. Donc en fait, le parvis qui était séparé par la rue auparavant est devenu vraiment comme une extension de la cour de l'école voisine. Donc voilà la petite fête d'inauguration pour terminer le processus. Et puis, une autre approche, donc, qui n'est pas forcément un objet, enfin en tout cas une production transitoire, mais qui est plutôt l'idée d'explorer une autre manière d'aménager et progressivement la question du parc de la Mosson. Donc, comme je dis, c'est pas vraiment un parc, les gens ne se l'approprient pas encore complètement. Il n'existe pas forcément dans les représentations, dans les perceptions. Et l'idée, c'était de se dire comment on peut amener les gens en douceur vers la reconnaissance de ce paysage, la reconnaissance de cette nature en tant que parc et son usage. Et donc, on a imaginé d'installer une constellation de ce qu'on appelait des balcons secrets. Donc, ce sont des petits objets contemplatifs qui venaient ceinturer le parc, donc et déborder de Montpellier, puisqu'on allait aussi sur Grabel et la commune de Grabel et de Juvignac. Et donc là, on a entamé le processus, voilà, par une série de petits aménagements qui sont tous contextuels, c'est-à-dire qu'ils ont été vraiment designés en fonction des besoins identifiés, mais aussi en fonction de la géographie des lieux. Donc là, par exemple, voilà, on a ce premier balcon qui offre une espèce de plateforme avec une vue, voilà, sur le paysage. Donc tous les balcons, évidemment, offrent une vue sur le paysage. Celui-ci, il a la particularité d'être extrêmement proche des habitations, ce qui fait que, en fait, il est devenu assez vite repéré et puis approprié par les riverains qui déjà venaient sur ce site. Nous, on avait pu observer que des groupes de personnes venaient avec leurs propres sièges pliants s'installer. Donc là, ils ont du mobilier à disposition. Là, on est sur un autre balcon qui fait coucou aux voisins et qui permet également voilà, de venir se poser et permettre d'observer la vue. Donc, on n'est pas complètement obligé de s'immerger dans le parc, de descendre, de crapahuter à l'intérieur du parc pour descendre au creux de la vallée, mais on peut voilà, juste descendre le petit chemin au pied du muret, depuis les habitations alentours, et venir déjà avoir un premier rapport physique et visuel avec le parc. Et enfin, le troisième en cours qu'on a terminé récemment. Donc là, c'est deux grandes nappes de pique-nique. On s'est inspiré des nappes de pique-nique avec le motif bien connu pour créer deux plateformes. Donc là, les gens, c'est extrêmement simple formellement, et les gens inventent leur usage un petit peu comme ils le souhaitent. Donc évidemment, il y a des gens qui viennent pique-niquer, qui viennent juste se poser au bord. Les enfants peuvent venir jouer dessus. Voilà, donc c'est des objets qui sont des objets, comme je disais, un peu contemplatifs, un peu poétiques, qui sont les premières pierres, les premiers jalons avant que le projet lui-même du parc soit complètement abouti. Voilà, qui sont un premier
un premier objet de médiation vers la reconnaissance et l'usage de ce parc. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup, Yvan, pour la présentation de ces installations dans un quartier effectivement qui est en pleine transformation, donc le quartier de la Mosson à Montpellier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation d'Yvan? Et ben dans ces cas-là, je vais inviter Maïté Tournier et Gauthier du Spot Anime. Voilà. Et je vous laisse la parole. Alors, on ne vous entend pas. Non, toujours pas. Non, on ne vous entend pas. Je vérifie dans le chat s'ils sont bien connectés. Non, non. Non, leur micro est bien défait, donc ouais, une frange. Bon, à part le traditionnel partir, revenir. Ouais. Bon, du coup, en attendant, donc le spot Nîmes gère aussi 5 tiers-lieux du Gard. Sont partis d'un quartier où il y avait que des skateurs, des tags, etc. Et ils ont complètement transformé un lieu. Donc là, on est vraiment purement dans du culturel et pas dans des installations urbanistiques, mais vraiment où il y a une vie culturelle qui tourne autour des expositions. Et ils nous présenteront une résidence autonome qui a été décorée et réhabilitée par les habitants. Et en attendant, on a une question à Yvan qui demandait si les balcons avaient été conçus avec les habitants lors de chantiers participatifs ou juste les membres du collectif du bruit du frigo. Alors, en partie. Donc, il y a eu des ateliers pour un petit peu définir, avec Passe-Muraille, pour un petit peu définir les besoins. La construction, alors, c'était pas vraiment participatif parce que techniquement, c'était un peu compliqué. Notamment le coucou et ce que j'ai pas précisé, c'est que en fait le dernier que je vous ai présenté a été designé, co-designé par des étudiants de l'école d'architecture de Montpellier, donc qui étaient partenaires du projet et qui ont aussi mené un travail de médiation et de concertation avec les habitants. Bon, bah, du coup, on va essayer d'être rapide. Donc, Gauthier Grand-Claude pour le spot. Moi, je vais vite introduire le sujet et puis je laisserai la parole à ma collègue Maïté qui vous parlera plus en détail du projet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, très rapidement pour recontextualiser, donc le spot, on est un tiers-lieu culturel implanté sur un quartier prioritaire. Gambetta-Richelieu, donc juste à côté du centre-ville de Nîmes. Voilà, on a choisi de s'implanter là, déjà parce qu'on a eu une opportunité, voilà, d'occuper un bâtiment. Il y a de ça 13 ans, un propriétaire nous a sollicité pour y développer un projet culturel, donc voilà. Et aussi par volonté de travailler avec des habitants d'un quartier un peu mis à l'écart, défavorisé. Donc, ce qu'on y fait au spot, comme je disais, c'est un tiers-lieu culturel, donc c'est un espace un peu hybride où il se passe pas mal de choses. On a une galerie d'art où on accueille des expositions à l'année, un bar, un espace boutique, une salle de spectacle où on organise différents concerts, spectacles, cabarets, etc. Plein de choses. Et à l'étage, donc, on a des bureaux et locaux qui sont loués à des résidents à l'année, donc des artistes, des associations ou petites entreprises locales.
Petite particularité aussi, c'est que du coup, il y a une double structuration derrière le projet global, donc à la fois une association depuis le début de l'aventure en 2013, mais aussi depuis 2019, du coup, une coopérative, une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, pour développer et structurer vraiment la partie commerciale de nos activités, donc à savoir la gestion du bar dans un premier temps, privatisation d'espace, réalisation aussi de chantiers pour le compte voilà, d'entreprises extérieures, collectivités ou même des particuliers. Mais aussi le développement, l'animation, l'occupation d'autres lieux sur Nîmes et alentours. C'est le cas notamment pour l'archipel, chez Mémé, la Bulle ou encore le vaisseau 3008. Voilà, donc on s'inscrit pleinement dans ce qu'on va appeler l'urbanisme transitoire, en venant proposer des petites parenthèses culturelles, artistiques, sociales dans des bâtiments qui ne sont pas forcément dédiés à tout ça. Ça, c'est pour la partie coopérative. Et donc, l'association, on va développer toute la partie programmation artistique, médiation culturelle, animation de la vie de quartier, etc. Et également, ce qui me permet de faire le lien avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, un festival du coup d'art en espace public, d'art urbain, l'Expo de Ouf, qui est né en 2013, et c'est à cette occasion que le spot s'est créé également, qui à la base était une expo en intérieur. Différents artistes, peintres, graffeurs, plasticiens sont emparés d'un bâtiment qui était un peu voué à l'abandon et l'ont totalement retapé. Voilà, ils ont créé une exposition éphémère un peu folle et très vite le projet a pris de l'ampleur et l'année suivante en fait est sorti des murs en fait de ce bâtiment pour s'installer dans tout le quartier en fait Gambetta-Richelieu. Donc ça c'est vraiment la jeunesse du projet. Et puis aujourd'hui, donc 13 ans après, on se retrouve avec un quartier qui comprend près de 200 fresques, un projet qui s'est quand même pas mal développé avec le soutien de la ville, en travaillant vraiment en intelligence avec la municipalité, et puis avec la complicité aussi des habitants. C'est l'événement phare un peu du spot. Donc aujourd'hui, on est à 200 fresques, comme je le disais. L'Office du tourisme nous a communiqué un chiffre aux alentours de 20 000 visiteurs par an. On est apparemment la deuxième visite la plus demandée après les arènes. Donc on est sur quelque chose qui a quand même bien évolué et qui a été vraiment construit en lien avec les habitants du quartier. Ça, c'est vraiment au cœur de la démarche. C'est vraiment quelque chose que l'on a à cœur de défendre. Les habitants sont partie prenante vraiment du projet, que ce soit sur l'accueil des artistes ou la réalisation des fresques. On fait un appel à mur. Voilà, voilà, pour recontextualiser très rapidement. Et donc, dans ce cadre, il y a une œuvre en particulier qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est le 42 rue Ancloret, qui a été réalisé il y a 3 ans, je crois. Et je laisse la parole à Maïté pour la suite. Merci Gauthier. J'espère que vous m'entendez aussi bien. Je vais essayer de faire au mieux. Du coup, je vais vous présenter donc ce joli projet de la résidence autonomie, donc la résidence Ancloret. C'est, pour ceux qui connaissent pas, du coup, la résidence autonomie, c'est en fait une structure qui est gérée par le CCAS de Nîmes et qui va avoir une typologie de public toute particulière, puisque ce sont donc des personnes âgées qui ont des difficultés au niveau de la vie quotidienne, mais pour autant, ils ont bien des appartements distincts. Donc, ils ont à la fois une autonomie et un espace de vie commune avec des activités diverses à l'intérieur même du bâtiment, mais ils vont aussi avoir des activités en extérieur. Et c'est pour ça qu'on se connaissait déjà aussi un petit peu avec le spot et qu'on recevait déjà ces résidents et qu'on faisait déjà des projets un petit peu ensemble. Et c'est comme ça que la directrice du Wookie nous connaissait, qui connaissait bien aussi le travail du festival de l'Expo de Ouf, a répondu à notre fameux appel à mur, qui est notre manière d'impliquer les habitants. Et on a essayé de penser ensemble un projet qui avait plus d'ampleur, notamment parce qu'elle avait très envie que ce soit un projet qui puisse inclure du coup les résidents, les principaux intéressés. Donc on a essayé de réfléchir ensemble à un projet participatif sur de la longueur et qui puisse aussi perdurer dans le temps. Ouais.
Donc à ce moment-là, on a réfléchi un petit peu à quel artiste, intervenante on allait pouvoir faire appel. Pardon. Et du coup, on a fait appel à Maria Orozio Corrales, qui est en fait une artiste qui avait déjà travaillé avec nous, l'année précédente sur notre bâtiment, donc le Vaisseau 3008, qui est un énorme bâtiment, de près de 4 000 carrés, avec une centaine de résidents. Et ce projet-là était, assez intéressant et il permettait de montrer aussi les capacités et la façon, la volonté de travail de l'artiste, puisqu'elle intégrait déjà en fait des participants avec des typologies aussi de public très différentes, notamment là des personnes migrantes, pour réfléchir ensemble à une fresque qui les mette en valeur. Et donc à ce moment-là, elle travaille déjà un petit peu avec le spot. Elle passe devant plusieurs fois donc le bâtiment de la résidence enclorée, qui est donc un bâtiment qui est dans la même rue, que notre association, que notre lieu. Et c'est à ce moment-là qu'elle découvre du coup toute la richesse aussi, de cette architecture qui est quand même très particulière. On le verra encore plus après. Donc Maria, comme je disais, elle fait, donc que des projets toujours de cette manière, en incluant énormément les publics. Elle a eu l'habitude déjà de travailler donc à l'international. Elle a pu faire des projets au Chili, au Danemark, en Angola et encore partout ailleurs. Donc basée à Madrid, évidemment, il y a énormément d'influences, espagnoles, et aussi, catalanes parce qu'elle bosse beaucoup aussi à Barcelone. Elle a fait partie de plusieurs collectifs, d'artistes et d'architectes sur cette capitale. Et donc évidemment, la résidence et la directrice de la résidence enclorée étaient ravies que l'on puisse travailler avec cet artiste. Mais on a vraiment voulu le penser sur du temps long. Donc c'est un projet qui a démarré en fait en juin 2022 et qui s'est étalé comme ça jusqu'à fin septembre, début octobre. En juillet, c'est un peu la rencontre. C'est le temps des ateliers, il y a eu des visites au spot. Ces ateliers vont prendre plusieurs formes. On va inclure la recherche de la couleur, en faisant la photographie du quartier, en essayant d'observer un petit peu la météo, le climat et comment ça peut agir aussi sur les différents bâtiments avec les jeux de lumière. On va travailler la question des formes. Comme je le disais, c'est un bâtiment qui a vraiment une façade avec des formes déjà bien existantes qu'on avait envie de mettre en valeur et réutiliser. Et évidemment, on va aussi se questionner sur le titre de cette œuvre, puisqu'on a envie de voir ensemble quel est le message qu'on a envie de porter avec cette réalisation commune. Donc tout ce temps va se continuer avec en août-septembre un début de vie commune. Ce qui est très intéressant et un peu novateur dans ce projet, notamment dans ce qu'on fait, c'est que cette fois l'artiste a vraiment logé dans le lieu du bâtiment, donc elle a pris un appartement au sein même de la résidence. Et elle s'est retrouvée comme ça à devenir la voisine notamment de Madame Karl qui est, on le verra plus tard, une personne qui a eu beaucoup d'influence aussi, sur l'artiste et qui a donné, le ton un petit peu aussi à la sensibilité de ce projet. Donc ce temps de vie et de travail commun, ça a permis de se poser, d'observer les personnes, de donner envie de participer, de s'interroger. Tous les résidents ont pris un petit peu les pinceaux petit à petit et surtout ce qui était intéressant, c'est qu'ils découvraient aussi ce métier d'artiste peintre de A à Z. Du coup, entre juin et septembre, donc sur toute cette période, on s'est retrouvés avec plein d'ateliers, donc mixés avec différents types de personnes. On avait les enfants du centre social sur la période plutôt estivale, sur les vacances scolaires. On avait aussi à ce moment-là, évidemment, les touristes, on avait les voisins qui étaient intrigués par ce qui se passait. Et ensuite, à partir de septembre, avec la rentrée, on a eu les écoles qu'on a intégrées aussi à tout ça. Donc notamment école maternelle, école primaire, qui sont vraiment juste à côté du bâtiment. Et c'est ce qui nous a aussi permis de s'interroger sur la question du lien intergénérationnel. Qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment et comment on va questionner le lieu de vie quand on est en fin de vie. Donc tous ces participants ont vraiment mis la main à la pâte pour la mise en couleur de la façade. Des élèves de l'école, comme je le disais, mais on a aussi intégré avec différentes associations, notamment l'ADPS, qui sont des éducateurs de rue, avec qui on a permis à des jeunes qui sont soit en grande situation de précarité, soit sans domicile fixe, de participer à ce qu'on appelle des chantiers éducatifs. Donc il y en a pour certains qui ont découvert vraiment un métier, qui ont pu se former derrière. Et après, c'est aussi
le partage avec justement les résidents, les autres personnes qui ont permis parfois de trouver des stages ou un travail. Et dans tous les cas, c'est aussi juste un moment d'échange sensible très intéressant. C'était le moment aussi où ils ont aidé, ils ont dit: «Bah, voilà, il y a des bacs à plantes, il y a plus de plantes à l'intérieur, il y a des voisins qui ont donné des boutures». Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans l'ordre du collectif et du vivre ensemble. Donc comme on le dit souvent, nous, notre projet, il consiste à venir questionner le beau dans l'espace public comme étant un prétexte à la rencontre, à essayer de faire en sorte que des personnes qui ne vont pas forcément se croiser puissent se retrouver autour de cette question du quartier, de la ville et de l'esthétique. Sur ces moments de participation, on a bien vu évoluer les visages, on a vu que les résidents commençaient à avoir énormément de fierté aussi à ce qui se faisait. Et ce qui était assez intéressant, c'est que le CCAS a un autre bâtiment similaire, mais qui est excentré de la ville, et il y avait peu de ponts entre les deux. Donc là, ça a été aussi une demande de la direction que d'essayer d'intégrer les autres résidents. Donc régulièrement, ces résidents de la Montagnette prenaient le minibus, se joignaient au projet. Et ça a aussi permis au sein des deux résidences de questionner leur temps de vie, d'évoquer aussi leurs désirs sur ce qu'ils avaient envie de mettre en œuvre, de partager. Donc il y a vraiment eu des changements qui se sont faits de façon assez naturelle, à la fois en extérieur et à l'intérieur même de ces lieux de vie. Et c'était assez intéressant de voir aussi à quel point des personnes qui se positionnaient en règle générale d'une façon une position assez attentisme et qui ont l'habitude de se faire servir, de se faire accompagner, aider, là prenaient énormément la main et avaient envie justement d'être autonomes sur ces questions, de ressentir aussi une capacité physique, etc. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé, mais cette question de la fierté, de la renarcissisation des personnes, elle est hyper importante. Des personnes âgées comme ça qui restent souvent enfermées chez elles, à ce moment-là, elles ont retrouvé en fait l'envie de sortir sur leur balcon, de dire bonjour aux gens, de partager des choses. Il y a vraiment cette question de l'histoire qu'on a envie de faire perdurer, de raconter et de partager évidemment. Cette histoire, il la raconte d'ailleurs à l'extérieur même du quartier. Partout où ils vont parler de ce bâtiment arc-en-ciel, de cet immeuble de toutes les couleurs. Il y en a même dans le quartier qui le nomment le soleil du quartier. Et pour autant, sur la question du nom du projet, avec l'artiste Maria, avec les résidents, quand on a fait tous ces ateliers, quand on a questionné le titre de l'œuvre, on avait acté pour le titre Le Phare de Nîmes. Notamment parce donc sur plusieurs points, il est d'abord visible depuis de nombreux points de vue de la ville. On a la tour Maine, pour ceux qui connaissent, qui est sur une butte qui est assez éloignée, qui est très prisée par les touristes, et du coup, tout de suite, on repère ce bâtiment de loin. Et il raconte aussi surtout l'analogie entre la personne âgée et un peu la métaphore même de l'objet qu'est le phare. C'est de la même manière des personnes qui guident, c'est ce qui montre le chemin, c'est un peu cette lumière qui traverse des générations. Et j'aime bien raconter souvent cette anecdote d'une des résidentes qui, en plus, a un début d'Alzheimer et qui s'était perdue en ville et qui a réussi à retrouver son chemin quand elle a pu dire c'est le bâtiment tout coloré qui est à la Gambetta. Et donc, c'était assez évident et facile ainsi de se retrouver à bon port. Et du coup, durant tout ce process, Maria avait invité des amis à elle, notamment Jordi, qui est un réalisateur donc, de Madrid aussi. Et il a suivi tout le processus pour capter les images et un peu toute la beauté humaine de ce projet. Et il en a monté un film documentaire de 50 minutes qui se nomme donc Murmure. On a eu la chance de pouvoir le projeter dans le cinéma nîmois Le Sémaphore. Et il a été aussi de nombreuses reprises diffusé en Espagne et ailleurs, beaucoup dans des congrès d'architectes ou à des rassemblements sur la question de l'urbanisme et du beau, justement. Je ne sais pas si je vous le mets, je peux peut-être vous le mettre de suite. J'ai le lien du film qui est
disponible du coup sur YouTube. J'espère que ça c'est le bon lien. Est-ce que je vérifie quand même? Oui, c'est le bon lien. Hop. Je vous le mets du coup dans la conversation. Donc voilà, un film là, il est sous-titré en anglais, mais la plupart du temps, on comprend plutôt bien ce qui se dit et c'est beaucoup quand même en français. Du coup, évidemment, c'est un bâtiment qui aujourd'hui encore, donc ça fait 3 ans, mais il a encore beaucoup d'écho. Il fait beaucoup d'effets, notamment auprès des touristes. Il devient aussi un cadre très intéressant pour les photographes de mode qu'on voit régulièrement, des musiciens qui tournent leurs clips, des influenceurs Instagram ou encore des blogueurs de voyage. Et il y a eu pas mal de visites qui ont pu être faites. Là, on le voit sur la seconde photo. On a fait des visites aussi pour les personnes en situation de cécité, où du coup, on peut apercevoir aussi les détails des lignes de cette architecture et qui permet aussi d'évoquer cette question du soleil un peu du quartier et comment en fait la lumière vient interagir dans un quartier très minéral, en tout cas de façade. Et c'était assez intéressant justement ce rapport avec le visuel, puisque j'ai eu pas mal de personnes qui sont aveugles de naissance, qui ont ressenti la chaleur de ce bâtiment sans même pouvoir voir les couleurs. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi de parler de la question du ressenti, autre que le beau seulement par le regard. On a du coup un projet qui a aussi suscité énormément de désir. Là, je clôture avec ce projet qui, on espère, va avoir lieu en avril 2026. C'est le bâtiment qui est du coup juste en face de la résidence en Chlorey, le Patio des Hirondelles, qui est lui-même un bâtiment qui est mené par Habitat et Humanisme, qui est une association qui accompagne aussi des personnes souvent âgées, en tout cas qui souffrent plus d'handicap mental ou psychique. Et au début, ils ne voulaient absolument pas toucher à leur façade. Et évidemment, quand ils ont vu le travail et l'écho qu'il y a eu de bienfaits sur les résidents de leurs voisins d'en face, ils ont fait appel à nous pour imaginer un projet en réutilisant les couleurs de Maria, histoire de rester dans une espèce d'harmonie visuelle pour le quartier. Voilà, je pense que j'ai fini. Merci beaucoup Maïté pour cette présentation et ces magnifiques projets. Ce webinaire arrive à sa fin. Est-ce qu'il y a quelques petites questions qui arrivent dans le chat? J'ai pas l'impression. N'hésitez pas. Alors, on a pris un peu de retard, hein, donc c'est pour ça que voilà, je me permets aussi de clôturer aussi. On voit bien qu'en Occitanie, il y a plein d'initiatives, d'acteurs, de projets qui existent et qui démontrent comment la culture, la création et la participation citoyenne sont au cœur des projets et permettent une nouvelle façon de fabriquer la ville. Comme je vous l'ai dit, pendant la petite pause, en termes de programmation, on a un webinaire sur le montage de projets européens qui arrive, un AMI bientôt publié sur le premier trimestre pour aller détecter les projets NEB et un FestiNEB, donc un festival qui aura lieu sur le territoire occitan à l'automne 2026. Et puis, n'hésitez pas à consulter aussi le portail NEB de la communauté sur le site internet d'Envirbat Occitanie pour pouvoir suivre tous les événements, les publications, les ressources, bientôt une cartographie d'acteurs et de projets. Je remercie du coup tous les intervenants pour leur présentation de ces magnifiques projets. On se tient à votre disposition, l'équipe d'Envirobat, pour répondre à vos questions, vous mettre en réseau, vous mettre en contact. N'hésitez pas également à adhérer à notre association. On compte sur vous. Merci à tous pour votre participation et on vous publiera le replay de ce webinaire très prochainement. Merci à tous et à très bientôt.